C'est depuis la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies que le président du Gabon a livré un discours qui retient l'attention. Bienvenue à tous. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Nous recevons un économiste avec qui nous allons décrypter le discours du chef de l'État récemment parce que oui, vous suivez l'actualité. Brice Clotaire Oligui Nguema a tracé la voie, il a dressé une feuille de route ambitieuse qui devrait conduire le Gabon sur le chemin de la croissance. Énergie, infrastructure, numérique, employabilité des jeunes. Il souhaite booster les choses. Le Gabon n'est plus ce qu'il était il y a quelque temps, d'après Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais seulement une question demeure. Cette ambition a-t-elle réellement les moyens de sa politique? Comment atteindre réellement les différents objectifs visés par les autorités gabonaises? Nous allons en discuter avec Christian Diengue Peigné. Vous êtes économiste. Bienvenue sur ce plateau spécial. Merci, Madame Okom. Merci pour cette invitation. Alors, le chef de l'État a pris la parole, un discours que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, comme la plupart des Gabonais. Comment avez-vous accueilli ces différentes ambitions déclinées par Brice Clotaire Oligui Nguema? Merci bien. Bon, en entendant mon propos, je tiens d'abord à saluer, n'est-ce pas, effectivement, ce discours prononcé par le chef de l'État, qui a été un discours fort, et je pense, sauf de me tromper, qu'il a davantage encore suscité chez les Gabonais la fierté d'avoir ce président, et surtout, il a réaffirmé sa vision qui le caractérise depuis la phase de la transition. Donc c'est vraiment d'emblée comme ça ce que je retiens de ce discours. Alors avec vous, nous allons interroger, évaluer et surtout comprendre ce que cela signifie réellement booster l'économie gabonaise, ce que ça signifie pour l'avenir économique du Gabon. Le président met en avant un plan de croissance axé sur l'énergie, les infrastructures, le numérique et l'employabilité des jeunes. Selon vous, quelles devraient être les priorités pour atteindre ces différents objectifs? Ok, je vous remercie. Donc, d'abord, revoyons bien le discours du président. Effectivement, pour l'avoir suivi, ce discours, j'ai pu le découper, si je peux dire, en 5 parties. La première, celle liée aux civilités, bien sûr, mais surtout à partir de la deuxième partie, là, il fait un bref rappel d'abord déjà sur la transition qu'a vécu le Gabon et il annonce les perspectives. D'ailleurs, il rappelle qu'il y a 1 an, il s'exprimait devant cette tribune alors qu'il était président de la transition, mais il avait décliné son chronogramme et ce chronogramme a été respecté à la lettre. Aujourd'hui, il revient devant cette même assemblée en tant que président élu et qui porte la voix de son peuple qui, il l'a bien dit, aspire à mieux, aspire aujourd'hui à la félicité. Et donc, c'est un engagement. Donc, ensuite, vous prenez, il y avait une troisième partie où là, effectivement, il rappelle quelques-unes des priorités qui sont contenues d'ailleurs dans le plan de croissance et de développement du Gabon qu'il a porté durant la campagne qu'il a conduit aujourd'hui à l'élection du président de la République. Là-dedans, effectivement, 1, il parle d'augmenter les capacités énergétiques. 2, il parle de renforcer les infrastructures, c'est-à-dire routières, hospitalières, aériennes, etc. 3, il vous parle également de développer le numérique. Et enfin, 4, l'employabilité des jeunes. Pour répondre donc à votre question, je dirais simplement, tout est priorité. Mais maintenant, c'est une question de séquençage maintenant. Tout est prioritaire, l'employabilité des jeunes, c'est une priorité. Le numérique aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le numérique est une niche énorme d'emploi pour les jeunes. Mais encore aujourd'hui, il faut que beaucoup soient formés dans ce domaine. Vous n'avez pas les infrastructures, nous en avons besoin. Nous voulons développer l'agriculture, nous voulons développer les services. Sans infrastructure routière, nous ne pourrons pas le faire. Ensuite, la capacité énergétique. Pour moi, lorsque je parle de séquençage, justement, c'est un des points importants. Pourquoi? Par les décisions que le président a prises, et d'ailleurs dans son discours, il le rappelle, il n'est plus question que le Gabon, il va même plus loin, il dit que l'Afrique ne soit plus un simple pourvoyeur de matières premières, mais plutôt que dorénavant, on les transforme en local.
Mais pour les transformer en local, il faut des capacités énergétiques suffisantes, que ce soit l'industrie de la sidérurgie, l'industrie aujourd'hui de la transformation des minéraux, il faut. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, le gouvernement avait d'ailleurs déjà décliné plus ou moins avec le ministre de l'Énergie déjà une stratégie sur la construction des barrages électriques, la relance de certains qui sont en cours, justement parce que c'est l'élément indispensable à l'industrialisation. Pour la petite histoire, nous avons déjà des industriels qui ont tenté de s'installer au Gabon, mais faute de capacité énergétique suffisante, sont allés voir ailleurs. Comme quelqu'un dirait qu'on ne peut pas développer un pays si on a un problème d'électricité. Exact, je suis tout à fait d'accord, surtout que nous voulons aller vers la transformation de nos matières premières, que ce soit l'or, l'argent, le manganèse ou autre, c'est de l'énergie. On a 800 km de côte, on pourrait produire nous-mêmes des miroirs, pourquoi pas, c'est fait à partir du sable, mais sauf que ces fours qui transforment ce sable en glace nécessitent de fortes capacités d'énergie. Donc, effectivement, ça, si je pourrais dire dans un 5 passages, c'est une des priorités. Parmi les priorités, c'est comment résoudre le problème énergétique. Ensuite, le reste en découle. Vous avez parlé de l'employabilité des jeunes. L'employabilité des jeunes aujourd'hui, je crois, on l'a rappelé suffisamment, il n'est plus question de voir simplement la fonction publique. Mais pour pouvoir créer de nouveaux emplois, il faut créer de nouvelles entreprises, il faut créer de nouvelles industries. Si on a plus d'industries et autres, oui, on pourra employer les jeunes. Mais là encore, aujourd'hui, on veut aller vers la transformation de matières premières. Il faut qu'on prépare déjà notre jeunesse. J'aime bien comparer le modèle de la Corée, qui dans les années 60, justement, avait fait ce choix sur 15 à 20 ans de former d'abord sa population, en les envoyant dans les meilleures universités, en privilégiant les secteurs clés, la science, la technologie, etc. Et puis, 10-15 ans plus tard, quand ils rentrent chez eux, ce sont eux qui ont développé la Corée. Et donc, aujourd'hui, et je crois, sauf si je me trompe, c'est un peu les initiatives aujourd'hui avec la NBG aujourd'hui qui met la priorité aujourd'hui sur les bourses pour sortir, pour les filières scientifiques mais surtout, et techniques, mais surtout en lien avec les projets que le gouvernement veut mettre en place. Donc, je vais terminer par là. Pour cet exemple-là sur la transformation de nos minéraux, aujourd'hui, il faut qu'on commence à former les jeunes qui, d'ici 5 ans, voire 10 ans, viendront dans ces entreprises-là. Donc, industrialisation et formation. On note cela. L'accent a été mis sur l'augmentation de la capacité énergétique. Vous venez de le souligner. Tout ça, c'est bien. Porter la voix, c'est bien. Avoir des ambitions, c'est bien. Mais est-ce que le Gabon a réellement les moyens financiers aujourd'hui et technologiques pour relever ce défi? Ok, merci. Les moyens financiers, je peux dire oui et non. C'est-à-dire, je fais analogie avec dans l'entreprise, quel que soit ce que vous voulez financer, même dans un ménage, la première chose que vous regardez, ce sont vos ressources propres, ou du moins vos revenus, qui peuvent être votre salaire et d'autres revenus. Et si ça ne suffit pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers votre banque, solliciter un crédit commercial. Mais l'État, c'est la même chose. L'État regarde d'abord ses ressources propres. Aujourd'hui, déjà, je pense au niveau de nos ressources propres, il y a déjà d'abord les finances publiques que l'on doit assainir. Il y a des doublons inutiles qu'on peut supprimer, etc. Il y a aussi la question de la collecte d'abord aussi des recettes bien numérisées aujourd'hui. Je crois que c'est un des projets, numériser justement tout ce qui est régie financière et autres pour pouvoir avoir une visibilité exacte sur tout ce qui rentre. Et là, c'est tous les secteurs confondus. Donc, à partir de là, je veux dire, maintenant, si les moyens financiers de nos ressources propres ne permettent pas, mais l'État peut avoir recours à l'endettement. L'endettement n'est pas une fatalité. Ce qui est mauvais dans l'endettement, c'est si vous vous endettez pour financer votre fonctionnement, au moins de rembourser, vous allez encore chercher à rembourser sur vos fonds propres ou alors allez encore vous endetter pour rembourser une dette. Certains disent financer le fonctionnement ou si l'argent pris sert à autre chose finalement. Exact. Donc, voilà, c'est pour un peu tordre le cou à ceux qui pensent que de ce qu'on parle d'un pays va s'endetter, tout de suite c'est une fatalité. Non.
on peut aller s'endetter à condition que cet endettement serve à financer des produits productifs qui, justement, à partir des recettes que ce projet va générer, permettront de venir rembourser l'emprunt. Donc, aujourd'hui, pour répondre brièvement à votre question, c'est de dire que les moyens financiers, l'État gabonais pourra les disposer. Donc, de ces deux manières, soit en partie sur ses ressources propres, mais là, il y a un travail d'assainissement des finances publiques à faire, de récolte des recettes à faire, et l'autre part, c'est l'endettement via soit des bailleurs de fonds ou des banques privées internationales ou d'autres partenaires financiers qui seraient prêts à vous accompagner sur des projets qu'ils verront que ces projets sont rentables et viables. Voilà. Est-ce que ce sont ces partenaires-là aussi qui vont asseoir le côté technologique? Parce qu'on a parlé des moyens financiers, oui, mais il y a aussi les moyens technologiques si on veut véritablement accélérer la transition énergétique. Exact. Donc, là, effectivement, pour le côté technique, suivant les secteurs, il ne faut pas se le cacher, nous n'avons peut-être pas toute la main-d'œuvre qualifiée ou hautement qualifiée. Mais là, ça rejoint le point que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, dans un premier temps, comme on dit en économie, en avantage comparatif, ai-je intérêt à produire quelque chose moi-même qui me coûte très cher ou à le déléguer à quelqu'un d'autre qui, pour lui, ses coûts de revient seraient moindres pour moi. Donc, pour dire que, dans un premier temps, pour beaucoup de ces projets, par exemple pour la transformation du manganèse en local, on a déjà certains ingénieurs gabonais qui bossent du côté des Eramet et autres. Mais sont-ils suffisants? Je ne pense pas. Les entreprises en question, vous avez vu, on a dit, ça va créer un peu plus de 1000 emplois. Donc, imaginez, c'est énorme. Donc, dans un premier temps, ce que je pense modestement, c'est de dire, on va dans un premier temps avec des partenaires extérieurs qui ont déjà la maîtrise de la technologie pour pouvoir d'abord implanter les usines. Mais sauf que par derrière, nous devons garantir un transfert de technologie. D'où les Gabonais qui sont déjà formés dans le domaine devront intégrer cette boîte et les Gabonais qui sont en cours de formation, en privilégiant effectivement tout ce qui est métier scientifique, on devra orienter même exactement vers ces différents métiers-là liés à la transformation des minéraux, de sorte que d'ici 5 ans, 10 ans, sinon au plus 15, ces entreprises-là progressivement soient pilotées par des Gabonais qui auront maintenant en ce moment-là la maîtrise de la technologie. On prône beaucoup la transformation locale, monsieur Christian Zinguepini. Transformation locale à gauche, à droite, on interprète, on se rend compte que c'est quelque chose d'indispensable pour de nombreux pays africains si on veut parler de croissance et de développement. Seulement, la transformation locale répond à des préalables. Exact. Quels sont ces préalables? Vous avez cité là la technologie, la formation, l'énergie. Revenons en détail sur ces préalables qui, peut-être, jusqu'à présent, n'auraient pas existé et qui auraient freiné que ça s'aille réellement cette transformation locale. Exact. Non, c'est tout à fait normal que, et le Gabon n'est pas le seul à privilégier aujourd'hui la transformation. Pourquoi? C'est une question de produire des produits à forte valeur ajoutée. Vous voyez, aujourd'hui, si vous vendez juste vos mangues, elles ont un certain prix, mais si vous vendez du jus de mangue, vous le vendez un peu plus cher. Effectivement, les prérequis, c'est là encore, je pense qu'il faut voir différents niveaux. On ne va pas forcément tout de suite tout ce qui est grand industriel. Non, il peut y avoir des petits producteurs qui, eux, avec les capacités énergétiques qu'on a aujourd'hui actuellement, peuvent être suffisants. Mais il faut aussi que les gens se forment. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le président prône pour la transformation locale de tous nos produits qu'à tout va, on va maintenant vouloir tous faire la même chose sans avoir déjà d'abord la connaissance. La formation, elle est capitale. Et je vais prendre un secteur, par exemple, vous allez prendre le côté de l'agriculture. Aujourd'hui, tout ce que c'est dans l'agriculture, dans la transformation, vous avez l'IGAD, vous avez la GAZA, vous avez des structures qui sont là, qui offrent des formations, que les gens aillent se former pour leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir après produire correctement. Donc, c'est ce que je pourrais un peu dire sur ça. Et pour l'énergie, comme tout à l'heure j'avais déjà développé, c'est indispensable. Mais là encore, dans le premier temps, et je pense que le président et le gouvernement ont déjà
amorcer ce côté, ou ils ont déjà vu des partenaires, qui pourront accompagner dans le développement de l'énergie et les appuyer, ou même certaines qui viendront à la fois pour s'implanter, auront dans leur cahier de charge ces deux volets, à la fois d'abord construire toutes les infrastructures liées à l'énergie, ensuite l'infrastructure industrielle elle-même. Lorsqu'on parle des secteurs porteurs au Gabon, en termes d'industrialisation, on parle beaucoup d'agriculture, on parle de la pêche. Il n'y a pas que ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a d'autres? Quels sont ces secteurs, quels sont ces autres secteurs qui pourraient rendre l'économie gabonaise réellement compétitive aujourd'hui? Comme vous dites, il n'y a pas que le... Mais je vais prendre un secteur que l'on semble souvent sous-estimer ou négliger, par exemple le secteur forestier, le bois. Mais au niveau du bois, c'est vrai, au niveau de la zone économique à régime spécial de Coq, il y a déjà, je crois, un niveau, deuxième niveau, voire un début de troisième niveau de transformation, mais qui n'est pas encore suffisant. Et dans ce secteur, par exemple, nous avons encore des marges de manœuvre énormes. Mais sauf que derrière, un des préalables, on va revenir à l'énergie, c'est déjà d'abord de industrialiser davantage cette filière-là pour passer à cet autre niveau de transformation. Aujourd'hui encore, on fait deux niveaux de transformation. Vous allez au port, voir la majorité du bois qui sort, c'est souvent à peine la première transformation, à peine la deuxième. Mais quand ça revient ici, ça vous revient avec un niveau de quatrième, cinquième transformation qui crée encore plus. On n'a pas encore atteint un niveau qui pourrait réellement avoir de la plus-value? Non, on a ou de la valeur ajoutée? Encore un peu plus. C'est-à-dire aujourd'hui, on a déjà deux niveaux de transformation. Je dis voire un troisième, mais on peut passer on doit passer au quatrième, voire cinquième niveau de notre transformation. Pourquoi? Si on reste dans la logique du chef de l'État, le chef du gouvernement, c'est de dire que tous ces niveaux de transformation-là se fassent ici en local. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, le bois qui part en Chine ou autre, avec seulement le deuxième niveau de transformation, ben, dorénavant, il sortirait la zone économique, par exemple, de Coq, avec le cinquième niveau de transformation. Ben, ça va augmenter les recettes de ce secteur. Qui dit recettes de ce secteur, dit derrière aussi recettes de l'État. Donc, il y a ce secteur-là, par exemple, le secteur de la pêche, vous avez parlé. Effectivement, aujourd'hui, le ministre de la Pêche, il n'y a pas longtemps, a revu même les accords avec l'Union européenne. On a commencé à démanteler aussi beaucoup de réseaux de pêcheurs clandestins. La pêche, aujourd'hui, elle est encore presque au niveau artisanal. On doit passer à un niveau industriel. On doit passer maintenant aussi au niveau de production, transformation, boîte de conserve et autres. Tout ça, ce n'est pas fait en local. Or, les Gabonais raffolent de la boîte de sardines. Voilà, mais pourtant, nous avons de la sardine en plein dans nos côtes. Pourquoi on ne produit pas les boîtes de sardines en local? Donc voilà, par exemple, des niveaux de transformation encore où on peut y aller. Et vous voyez qu'on a une très bonne sardine, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il n'y a qu'à voir nos frères ouest-africains, le trafic qu'il y avait derrière, des exportations vers plein de pays d'Afrique. La sardine gabonaise est demandée. Donc pourquoi ne pas passer à ce niveau où on aurait une industrie qui va nous produire nos boîtes de sardines, nos boîtes de thon, etc. Ça, non seulement on inondera notre marché local avec nos boîtes de sardines, mais aussi ça pourra se vendre à l'extérieur. Donc, vous voyez que là aussi, vous avez encore des marges. Bon, le secteur des mines, vous avez vu déjà, le président a parlé de... Mais il n'y a pas que, il y a Belinga qui doit se faire. Mais là aussi, au lieu de se limiter seulement à la production même, on devrait aussi voir comment peut-être, à partir de là-bas aussi, créer peut-être un autre pôle industriel qui, lui, on pourra mettre aussi des usines qui vont passer à un autre niveau de transformation du fer alliage pour la construction. Aujourd'hui, on importe encore énormément du fer pour la construction. Alors qu'on pourrait, justement, en augmentant nos capacités énergétiques, mettre en place des usines qui pourront dorénavant produire ce fer sur place. Le président gabonais parle d'un Gabon debout, digne et réconcilié. Donc tout ça, on pense beaucoup au côté industriel, on pense beaucoup au côté technologique, la formation, le côté financier pour booster le tout, pour atteindre la croissance à 2 chiffres prônée par les autorités. Mais on oublie souvent certains aspects, ou un aspect, celui de la gouvernance. Finalement, quelle est la place de la bonne gouvernance de la lutte contre la corruption dans tout cela? Parce que ça va apporter de la crédibilité. Exact. Aussi. Comment on assoit une gestion raisonnable, crédible,
transparent. D'accord, merci. Mais je pense que le chef de l'État, dans cette phrase, je crois ici, résumait un certain état d'esprit qui prévaut aujourd'hui. C'est-à-dire, on l'a vu depuis la transition, depuis la brillante élection du président de la République, chef de l'État, on a vu renaître ce sentiment de fierté chez les Gabonais. Hein, avec la mesure sur la levée, la descente des couleurs, le lundi et le vendredi, les Gabonais, pour ceux qui ne les avaient plus, se réapproprient progressivement encore leurs valeurs. Donc, ici, je pense que c'est cet état d'esprit qui souligne. Mais effectivement, l'autre aspect que vous soulignez, il est important, et je vais aller même encore un peu plus loin, cet aspect de la gouvernance, mais il y a cet aspect de la moralité, de la mentalité que nous devons changer. Parce que tout ce que le président prône, effectivement, ne pourra se faire. Et d'ailleurs, je pense qu'il a mis un doigt d'honneur aussi là-dessus, sur la bonne gouvernance. Il a averti à plusieurs reprises qu'il ne tolérera plus les manquements du passé. Parce qu'aujourd'hui, chacun à son niveau doit travailler pour l'évolution du pays. Chacun à son niveau. Mais si on s'appuie juste sur le changement de mentalité, est-ce que ce n'est pas léger? Est-ce qu'il faudrait créer plus de commissions, plus d'organes de contrôle, d'évaluation, et puis sanctionner quand il faudra sanctionner? Je vais peut-être vous surprendre, mais plutôt que d'en créer, il y en a qui existent déjà. Mais c'est peut-être justement pour... pourquoi je parle de la moralité? Ces entités-là dont vous parlez, puisqu'ils font le contrôle, existent. Mais est-ce que les personnes à la tête ou qui diligentent les enquêtes et autres le font de manière impartiale, en toute objectivité, en toute honnêteté, d'où je reviens à l'aspect de notre mentalité à nous tous, qui doit d'abord changer. Parce que si avant on faisait des choses par complaisance, on doit comprendre que maintenant ce que le président attend, c'est l'objectivité. Le président n'attend plus des courtisans qui viendront toujours dire ce qui fait plaisir. Non. Donc, les institutions, elles existent. Je ne vais pas les citer, que soit vous en connaissez, pour ne pas dire un exemple, la Cour des comptes et autres. Elles existent. Mais et je pense que le président avait souligné cet aspect lors de sa campagne. Il disait qu'on va revoir le code pénal. Il avait pris un exemple, parce que si vous prenez par exemple du côté, comme je disais tout à l'heure, la Cour des comptes, lorsqu'ils vont éditionner un comptable public, même si on le met même si on constate qu'il y a des manquements, on le met juste en débet, etc. Il ne peut pas aller en prison parce que justement les textes ne le prévoient pas. Donc, d'où la réforme de ce code pénal pour renforcer ces contraintes dont vous parlez là. Mais plutôt que d'en créer, je crois que des institutions existent déjà. C'est peut-être les renforcer, et elles aussi, dorénavant, de faire leur travail en toute transparence, en toute crédibilité et en toute probité. La posture du chef de l'État gabonais à l'ONU a été claire. Le président appelle à des partenariats gagnant-gagnant. Sur le plan international, le chef de l'État dénonce une relation inégale entre l'Afrique et le reste du monde. Revenons sur le cas du Gabon. Est-ce que vous pensez que le pays, à lui seul, puisse réellement asseoir ces différentes réformes? Ou alors, quelle serait cette condition que devraient poser nos autorités aux investisseurs étrangers? Ok, merci. Non, je pense que ce que le président rappelle ici déjà, c'est de dire, lorsqu'il dit qu'il appelle des partenaires internationaux ou autres, mais pour des relations gagnant-gagnant, c'est pour quitter déjà avec justement les anciennes pratiques, déjà lorsqu'il dit par exemple plus d'exportation de matières premières brutes. Et pourquoi? Parce que les matières premières étaient exportées brutes. C'est à l'extérieur qu'elles étaient transformées et nous revenaient en produit fini. Donc vous rachetez vous-même votre produit de départ en produit fini qui vous coûte plus cher. Ouais, en ce moment, la relation n'est pas gagnant-gagnant. Donc ce qui dit relation gagnant-gagnant, vous êtes un homme d'affaires. On sait, un homme d'affaires n'est pas un philanthrope. Lui, il veut investir, c'est pour gagner. Donc le Gabon, il a dit, reste une terre d'opportunités. Vous venez, vous avez le moyen de vous installer, de créer votre business, de vous faire votre chiffre. Mais en revanche, il est gagnant-gagnant. Pourquoi? Moi, en revanche, derrière, je dois avoir des emplois parce que j'ai du chômage à résoudre. Derrière, je dois garantir la construction des infrastructures, etc., etc., etc. Donc, c'est ce que j'entends moi par ce partenariat gagnant-gagnant, c'est
s'assurer que dans la relation, l'on gagne. Et lorsque vous dites que s'il faut renforcer, oui, il y a des exemples. Et je crois que le président l'a déjà cité une fois. Il a pris l'exemple, il a été dans des pays, je ne vais pas les citer ici, où même si un étranger crée une entreprise, mais en priorité, vous recrutez des locaux. Et même au niveau des cadres dirigeants, on vous exige même que le DG soit quelqu'un en local. Est-ce que vous voyez? Donc, mais ça aussi, peut-être ça va appeler aussi à une refonte aussi de notre code du travail, parce qu'il faut aussi revoir ça, les conditions dans lesquelles on accepte qu'une entreprise fasse venir une main-d'œuvre parce que, soi-disant, il ne la trouverait pas en local. Est-ce qu'il justifie? Comment ça se passe? Peut-être qu'il faut aussi revoir donc ce cadre du code du travail-là pour, n'est-ce pas, un peu encadrer toutes ces choses-là. Mais comme dit tout à l'heure, c'est aussi lors des négociations, effectivement, avec les partenaires, c'est lors de ces négociations qu'il faut voir tous ces aspects. Aujourd'hui, ne nous voilons pas la face. Certaines décisions prises par le président ne sont pas propres au Gabon, elles sont propres à plusieurs pays, que ce soit africains, occidentaux. Il y a des pays, je ne vais pas les citer, en Afrique, un étranger ouvre une entreprise, il doit obligatoirement s'associer à un local, sinon il ne l'ouvre pas. Vous voyez, vous pouvez avoir la compétence, vous pouvez avoir les finances qu'il faut, mais si vous n'avez pas comme associé un local, vous n'avez pas votre business. Vous voyez, pourquoi ils l'ont fait? C'est pour garantir un transfert de technologie, parce qu'en vous associant à un local, vous allez diriger l'entreprise ensemble, il va s'approprier le métier, il va connaître le business, le mieux. Le jour où vous décidez de partir, l'entreprise continue à tourner. Donc, c'est peut-être dans ces différentes choses-là, comme vous dites, qu'on pourra négocier les postes, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, avec encore quelques réserves, pour certains secteurs très pointus, évidemment, il sera très difficile à court terme, même si vous marquez ça sur du noir sur blanc, ce sera très difficile à court terme que ces entreprises honorent ça, au risque que ce soit un point de blocage pour leur installation. Bien. Vous venez de résumer l'actualité nationale et internationale en répondant ainsi. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Christian Nzengue-Peigné. Je rappelle que vous êtes économiste. Vous êtes arrivé, nous vous avons invité parce que effectivement, il fallait commenter cette actualité en rapport avec le déplacement du chef de l'État qui a pris la parole devant la communauté internationale pour encore une fois prononcer et rappeler les enjeux du développement économique du Gabon actuellement. Merci à vous également de nous avoir suivis. Retenons que ce discours du président du Gabon à la tribune des Nations Unies se veut à la fois une déclaration de renaissance, mais surtout un appel au partenariat. Mais comme nous l'a rappelé notre invité, transformer les ressources sur place, attirer les investissements de qualité, créer de l'emploi pour la jeunesse et s'imposer dans un ordre international encore inégal, exigera beaucoup de réformes courageuses et audacieuses. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.